L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, comment ça va aujourd'hui? On est en plein été, les cigales chantent, les shorts sont sortis, mais ici, ça bosse toujours avant de partir en vacances. Mon top 100 all-time continue, et après le gros taf de mise en place lors du premier épisode, on enchaîne avec la suite. Si vous avez loupé la première vidéo, pas de panique, vous pourrez la retrouver dans une playlist dédiée avec les explications complètes sur tous mes critères. Mais si je dois résumer en une phrase l'essence de mon top, on essaye de voir quel joueur a le plus marqué la NBA. Point barre. Du coup, aujourd'hui, on aborde une zone du classement que j'adore, les places 95 à 71. Habituellement, c'est le moment où les débats commencent à vraiment chauffer. On a des profils plus hétérogènes, plus divers, plus marquants que les 15 premiers que je vous ai présentés l'autre jour, mais plus clivants aussi. Des mecs dont le nom, parfois, fait lever un sourcil, et d'autres qui, selon moi en tout cas, sont encore trop sous-cotés quand on parle d'histoire NBA. Bref, installez-vous bien, détendez-vous, prenez une petite boisson et un petit peu de recul, ouvrez vos chakras, ça part sur l'épisode 2 de mon top 100 NBA All-Time 2025. Avant qu'on commence, si c'est la première vidéo de la série que vous regardez, vous n'avez peut-être pas encore tous les détails sur la façon dont j'ai construit ce top 100 all-time. Bien sûr, je vous invite à commencer par le premier épisode, pour lequel j'avais déjà classé tous les joueurs là que je vous affiche. Ceci dit, si vous tenez à entamer par celui-ci, pas de souci, je vous fais un bref résumé de comment j'ai procédé. Et déjà, je vous le dis direct, j'ai bossé le truc à fond, depuis le mois de septembre dernier, c'est pas juste une liste que j'ai faite à l'arrache sur un coin de nappe. Je me suis recentré sur une seule question, qui a marqué l'histoire de la NBA en tant que joueur, qui a le plus marqué son époque? Je ne parle pas de FIBA, pas de NCAA, pas de coaching ou d'héritage global, juste la NBA. Les titres, les trophées, les stats, les records, la longévité et bien sûr les playoffs, parce que c'est là que les légendes s'écrivent. Pour les joueurs encore actifs, sachez que j'ai figé leur carrière à l'été 2025. Donc on juge seulement ce qu'ils ont accompli, pas ce qu'ils pourraient faire plus tard. Si vous voulez connaître toutes les démarches en détail, je vous invite une nouvelle fois à aller mater la première vidéo de la playlist. Ça vous permettra de connaître l'intégralité de mes critères sur le bout des doigts, et c'est essentiel pour bien comprendre ce top. Mais si vous commencez par celle-ci, pour vous repérer comme dans la première vidéo, je vous affiche le petit lexique maintenant des pictos que j'utilise pour présenter le palmarès de chaque joueur. Vous pouvez mettre pause si besoin ou y revenir plus tard. Mais trêve de blabla, ça suffit, on entre dans le dur et on entame avec la place 85 que je file à Billy Cunningham. Cunningham, c'est un nom qu'on oublie beaucoup trop souvent, j'ai l'impression. Pourtant, quand tu regardes son palmarès, t'as un mec qui coche énormément de cases. Champion NBA avec les Sixers en 1967, 4 fois All-Star, 3 fois dans la All-NBA First Team, et cerise sur le gâteau, un MVP en ABA. Je parle pas souvent de l'ABA, qui a ensuite fusionné avec la NBA, mais là, c'est pas rien. À 29 ans, le mec arrive dans une ligue différente et prend direct le trophée de meilleur joueur. Quand t'as ça sur ton CV, c'est que t'étais pas juste un bon joueur, t'étais une référence. Mais au-delà des lignes, sur le papier, ce que j'apprécie particulièrement chez Billy Cunningham, c'est son parcours. Le gars arrive en NBA en 1965, 7ème choix de draft, un peu frêle, surnommé le Kangaroo Kid parce qu'il saute partout. On se moquait presque de lui à ses débuts au vu de sa démarche, et pourtant très vite il devient un monstre au rebond, un vrai ailier à l'ancienne, capable de scorer, de courir, de sauter et de faire toutes les petites choses. En 1967, il est encore remplaçant, mais il participe pleinement au titre légendaire des Sixers avec Wilt Chamberlain. Puis quand Wilt s'en va, c'est lui qui prend le lead, et là, il enchaîne des saisons à 24, puis 26 points de moyenne. Il finit même dans le top 5 du trophée de MVP en NBA, c'est pas un détail. Ce qui l'empêche de grimper plus haut dans mon classement, c'est que malgré ce niveau incroyable, ces Sixers ne passent jamais un tour de playoff quand il est au sommet de sa carrière. Son prime individuel coïncide avec le déclin de l'équipe. Il part en ABA, il brille, il revient et malheureusement son genou lâche. Carrière écourtée. Seulement 9 saisons pleines en NBA, 2 en ABA, on aurait aimé en voir plus. Et ça forcément on est obligé de le dire, ça pèse dans la balance. Donc ouais, Billy Cunningham mérite largement sa place dans le top 100. Pas plus bas parce qu'il a un palmarès que beaucoup rêveraient d'avoir, un vrai impact, une vraie trace dans l'histoire de la NBA, mais pas plus haut non plus, parce que sa carrière, même brillante, manque un peu de volume au très haut niveau pour aller chercher la catégorie au-dessus. À la 84e place de mon top 100 all-time, je suis allé chercher un joueur dont la carrière est aussi frustrante que son talent était évident. J'ai nommé Pete Maravich. On parle quand même de 5 sélections All-Star, 4 équipes All-NBA, un titre de meilleur scoreur en 77 et une place dans le top 3 du MVP cette même année, mais aussi et malheureusement une seule série de playoffs gagnée en 10 saisons NBA. C'est maigre, très maigre, et pourtant Pete est là dans mon top.
Parce que ce qu'il a apporté au basket, tu ne peux pas le mesurer seulement en bague et en victoire. Sa carrière, c'est un grand 8 émotionnel. Drafté en 3ème position en 1970, Maravich débarque à Atlanta avec un contrat historique pour l'époque et une hype immense qui lui vaudra d'être détesté dès le départ par une bonne partie de la ligue. Trop payé, trop showman, trop différent. Même ses coéquipiers le vivent mal. Sur le terrain, son style ne plaît pas à tout le monde. Ses passes aveugles, ses tirs venus d'ailleurs, Richie Guérin, son coach, n'en voulait pas. Et dans le vestiaire, c'est froid. Il se retrouve très tôt à devoir porter le fardeau d'un joueur à part dans un système qui ne sait pas quoi faire de lui. Et pourtant, c'est ce style, ce panache qui vont l'élever au rang d'icône. À la Nouvelle-Orléans, il devient l'âme d'une franchise toute neuve, et en 77 face aux Knicks, il sort l'une des plus grandes perfs offensives de l'histoire, 68 points contre une défense menée par Walt Frazier, sans ligne à 3 points, sans forcer, et il aurait pu aller encore plus haut si les arbitres ne l'avaient pas sorti sur un 6ème coup de sifflet douteux. Mais Maravich, et c'est un petit peu plus triste, c'est aussi l'histoire d'un mec complètement rongé de l'intérieur. Rattrapé par une pression démesurée, par des blessures à répétition, par une forme de mélancolie permanente, le gamin prodige, façonné par son père, n'a jamais trouvé la paix. Son génie a fasciné les fans, inspiré des générations entières, mais lui n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le monde du sport professionnel. Alors pourquoi cette 84e place? Eh bien tout simplement parce que même s'il n'a jamais gagné, il a réellement changé le jeu. Il a redéfini la créativité balle en main, il a amené une forme d'art sur les parquets NBA, et ça vaut plus que quelques tours de play-off, mais pas au point de grimper beaucoup plus haut non plus, parce que malgré le talent pur, malgré les stats, 24 points de moyenne en carrière, l'impact collectif reste trop faible. Pistol Pete était un prodige incompris, un jazzman dans une fanfare militaire. Sa place est donc là en 84, entre la légende et le regret. Ok, on poursuit avec le numéro 83 de mon top 100 NBA All-Time 2025 avec Earl the Pearl Monroe. Alors ouais, sur le papier, son palmarès ne claque pas aussi fort que d'autres. 4 sélections au All-Star Game, une seule dans une All-NBA Team, pas de trophée de MVP ou de MVP des finales et un seul titre NBA en 1973 avec les Knicks. Mais voilà, réduire Monroe à ses lignes de stats, c'est complètement passé à côté de ce qu'il a représenté. On parle d'un pionnier, un esthète, un poète du bitume qui a transporté le streetball jusqu'au parquet de la NBA. Monroe débarque dans la Grande Ligue en 1967, drafté par Baltimore, et tout de suite le ton est donné. Rookie de l'année, des cartons au scoring, un style flamboyant, déconcertant, improvisé, il valait à lui seul le prix du billet. En 1969, avec Wes Unseld, ils font grimper les Bullets à 57 victoires. Ils plantent 28 points par match en playoff contre les Knicks, mais échouent au premier tour, et rebelote les années suivantes. Baltimore progresse, Monroe brille, mais New York reste un mur. Jusqu'en 1971 où il les fait enfin tomber pour emmener les siens en finale NBA. Bon, derrière, ils se font balayer par les Bucks de Karim et Oscar, mais Monroe sort encore une fois une campagne de playoff XXL. Et puis il y a ce trade le 11 novembre 1971, où Monroe justement est envoyé chez les Knicks. Oui, chez l'ennemi, choc total, lui-même y croit à peine, mais il accepte le défi, et ce qui devait être un mariage impossible devient un duo mythique avec Walt Frazier, le Rolls-Royce backcourt. Monroe change complètement de rôle, accepte de jouer sans la balle, de défendre, de se fondre dans le collectif new-yorkais. En 1973, il remporte enfin une bague, et prouve qu'il peut briller autrement, qu'il peut gagner autrement. Alors oui, individuellement ou collectivement, il n'a jamais été le plus récompensé. Mais est-ce qu'un mec qui a changé la manière dont on joue, dont on regarde le jeu peut être ignoré? Pas pour moi. Il a mis des spin moves là où d'autres mettaient juste des lay-ups. Il a amené la rue dans la ligue. Il a montré que le style était aussi une forme d'impact. Son nom résonne encore dans le cœur des fans, dans les playgrounds, dans la pop culture, et ça c'est important. C'est pour ça en vrai que j'ai du mal à le mettre plus bas malgré son palmarès peu étoffé. Parce qu'il a marqué les esprits autant que certains ont rempli leurs étagères de trophées. En revanche, le mettre plus haut c'est aussi compliqué, parce qu'au final il lui manque ce supplément d'accomplissement individuel pour vraiment grimper dans le classement. Mais à la 83e place, Monroe est à sa juste hauteur, celle d'un génie sous-coté, d'un funambule du basket, d'un artiste qui méritait mieux, mais qui nous a déjà offert énormément, et ça, c'est déjà pas mal. À la place 82 de mon top 100 all-time 2025, j'introduis maintenant Carmelo Anthony. Ouais, certains vont tiquer, d'autres crier au scandale, mais laissez-moi vous expliquer. Déjà parlons palmarès, 10 fois All-Star, 6 sélections All-NBA, un titre de meilleur scoreur en 2013, plus de 28 000 points en carrière, c'est pas rien. Le mec est 12e meilleur marqueur de l'histoire NBA. Offensivement, c'est un artiste, une palette offensive sublime, un jab step mythique, un mid-range létal, du post-up à gogo, capable de scorer sur n'importe qui, n'importe quand. 2 triples-doubles en carrière seulement par contre. Bah ouais, parce que passer la balle, c'était pas trop son délire. Défendre non plus, et c'est là que ça coince. Parce que si on regarde sa carrière de près, il y a un sacré décalage entre le joueur et son impact collectif. 19 saisons NBA, 13 campagnes de playoff, 3 séries de gagnées. 3 seulement. Pour un mec de ce calibre-là, c'est faible, très faible. À Denver, il a offert de belles années, surtout 2009, où il va en finale de conf contre les Lakers. Mais globalement, il est sorti au premier tour chaque saison, sauf celle-là. Et au Knicks, il aura eu une seule vraie année sérieuse, 2013. Cette saison-là, ouais, il est injouable. Meilleur scoreur de la ligue, top 3 MVP, il porte une équipe de vétérans au deuxième tour. Mais derrière, le désert, des effectifs bancals, un jeu toujours aussi
stéréotypé et jamais d'adaptation. Alors ouais, par contre, je vais pas le cacher, individuellement, on parle d'un tueur, c'est indéniable. Un mec que les défenseurs redoutaient, une icône pour toute une génération, mais en termes d'impact sur le jeu, d'adaptation à son époque, de capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs, c'est limité. Et c'est pas faute d'avoir eu des occasions. Il aurait pu partir à Chicago en 2014, rejoindre une équipe compétitive, mais il a préféré New York, le contrat max, la clause no trade, le confort. Ce choix-là, il symbolise un petit peu sa carrière. Carmelo a souvent joué pour Carmelo. Alors non, je pouvais pas le mettre plus bas, parce qu'un mec avec cette longévité, cette régularité au scoring, cette place dans la culture NBA mérite sa place dans le top 100. Mais plus haut, non, plus haut, ça veut dire dépasser des mecs qui ont marqué l'histoire avec leurs équipes, qui ont pesé dans les grands moments, qui ont gagné des trophées de MVP, ou au moins porté des dynamiques collectives. Melo ne l'a jamais vraiment fait, c'est un génie offensif, mais un génie solitaire. À la place 81, maintenant, j'ai décidé de prendre un énorme risque en appelant Joel Embiid. Ouais, je sais, c'est surprenant, mais le gars a un MVP, 2 titres de meilleur scoreur, 7 sélections All-Star, 5 All-NBA, 3 All-Defensive, tout ça, c'est énorme. Et pourtant, il n'a jamais dépassé une demi-finale de conférence. Et justement, c'est là que tout se joue dans l'équilibre entre l'individuel et le collectif. Embiid, c'est un paradoxe permanent, et c'est bien ça qui rend son classement si difficile. D'un côté, t'as un monstre, 2m13, 127 kg, un toucher de velours, un footwork de danseur classique, un shoot létal à mi-distance, capable d'armer à 3 points, de dominer en post-up comme un face-up, tout en étant un défenseur d'élite. Quand il est en forme, c'est un joueur tellement oppressant qu'il te force à envoyer une prise à 2 dès qu'il touche un ballon sur sa moitié de terrain. Le genre de mec qui te bouffe la raquette, qui conteste tout et qui met 35 pions pendant que t'as même pas encore compris le système. Et de l'autre côté, il y a ce plafond de verre qui le pénalise énormément. 7 campagnes de playoff, jamais mieux qu'un Game 7 de deuxième tour. Toronto en 2019, Atlanta en 2021, Boston en 2023. À chaque fois, il y avait une occasion et à chaque fois, ça a coincé. Et ses performances, inégales. Parfois énormes, comme ses 50 points contre New York en 2024 ou ses playoffs à 33 points de moyenne cette même année. Parfois frustrantes, entre les blessures et les absences dans les moments clés. Et c'est bien ça qu'il freine dans ce classement. La régularité au très haut niveau dans les moments qui comptent. Je le dis franchement, dans les MVP que j'ai mis dans mon top 100, c'est le moins bien classé. Mais je tenais quand même à mettre en valeur ce trophée de MVP et son prime incroyable, lui qui en plus de ça a terminé dauphin de Jokic à 2 reprises pour cette récompense. Embiid, au moins en régulière, a dominé pendant 5 saisons complètes, offensivement comme défensivement. C'est cette constance, cette domination des deux côtés du terrain qui justifie sa présence à la porte du top 80. Il a tenu Philadelphie à bout de bras, le process, enchaîné les campagnes à plus de 30 points, écrasé la ligue en termes de scoring et claqué des perfs qu'on n'avait plus vu depuis Wilt, c'est pas rien. C'est ce qui me fait le mettre devant des joueurs qui ont gagné des titres, mais qui, individuellement, eux, se sont montrés moins dominants. Après, ça se discute, hein, surtout que je l'ai répété, les playoffs sont importants pour moi, mais une telle domination dans le jeu en saison, ça ne peut pas non plus totalement se zapper. Être MVP, ça compte fort également, et le truc, c'est que dans les mains, il a le talent pour se classer bien plus haut, mais je ne peux pas, impossible, tant qu'il reste dans cette zone grise où l'individuel tutoie le sublime, mais où le collectif plafonne, et avec un corps qui donne de plus en plus de signes d'alerte, il est possible qu'on ait déjà vu le meilleur d'Embiid. Alors non, il ne mérite pas d'être plus bas, ce qu'il a fait individuellement est trop fort, mais plus haut c'est mort, pour ça il va falloir un vrai run en playoff, et vite. À la 80e place de mon top 100 all-time, j'ai décidé maintenant d'annoncer un joueur à part, un génie, Manu Ginobili. Un mec qui ne rentre dans aucune case, sauf peut-être celle qu'il a lui-même inventée. Alors oui, niveau récompense, c'est pas clinquant comparé à d'autres légendes. Seulement 2 sélections All-Star, 2 All-NBA, un titre de meilleur 6e homme et surtout 4 bagues. C'est là que tout commence, parce que Ginobili, c'est pas un gars qui enchaînait les saisons à 25 points de moyenne. Il n'a même jamais dépassé les 20 sur une campagne, mais il a su élever son niveau quand ça comptait. En playoff, dans les matchs qui pèsent, dans les moments où certains autres tremblent et se cachent. 1057 matchs NBA, 218 en post-season et surtout un rôle majeur dans 29 séries remportées. Sans jamais être le leader officiel des Spurs, il a été l'étincelle, le feu follet, celui qui changeait le cours d'un match, le génie imprévisible qui pouvait tout te faire gagner à lui seul, ou presque te faire tout perdre. Qui d'autre peut claquer une série magique contre Phoenix un soir, puis faire une faute incompréhensible sur Nowitzki dans un Game 7 la semaine suivante? C'était ça Manu, le risque, l'art, la folie et le cœur. Le gars jouait à l'instinct, voyait le jeu avant les autres. C'était pas juste un basketteur, c'était un poète débarqué. Et pourtant, ce même gars a accepté de sortir du banc, de mettre son ego de côté, pour le bien de l'équipe. C'est ça aussi Ginobili, le sacrifice, la loyauté, la classe. Alors pourquoi 80 ? Parce que c'est une place qui respecte à la fois l'impact monumental qu'il a eu sur l'une des plus grandes dynasties de l'histoire, sans pour autant surestimer des stats individuelles plus modestes que d'autres. C'est un classement NBA, pas FIBA, sinon avec son or olympique et son impact mondial, il serait bien plus haut. Il mérite d'être là, dans le top 100, parce que les Spurs n'auraient pas été les Spurs sans lui. Mais plus haut, difficile. Il n'a jamais été le visage de la ligue, ni même le premier visage de sa propre équipe. Mais il a été une âme, et ça suffit pour écrire son nom à jamais.
jamais dans les livres d'histoire. À la 79e place de mon ranking arrive maintenant Klay Thompson. Certains diront que c'est trop haut pour un mec qui n'a jamais été All-NBA First Team, ni même Second Team, jamais top 5 MVP et qui pendant longtemps était juste le lieutenant de Steph Curry. Mais ceux qui pensent ça n'ont probablement pas assez regardé les Warriors entre 2015 et 2019. Et puis on peut même rajouter le titre de 2022, parce que sans Klay, cette dynastie n'existe simplement pas. Le palmarès d'abord, 5 sélections All-Star, 4 bagues de champion, 2 All-NBA Team, une All-Defensive Team et une victoire au concours à 3 points. Pas de quoi sauter au plafond individuellement, mais ce n'est pas ce que Klay vendait. Lui, c'était l'efficacité létale, la discrétion clinique et le feu sacré. 37 points en un quart temps sans rater un seul tir, 60 points en 29 minutes avec seulement 11 dribbles, 11-3 points en Game 6 contre OKC pour sauver la saison des Warriors en 2016, et évidemment son record à 14 tirs primés en un seul match. Klay, c'est l'art du shoot, pur et dur. Avec Stephen Curry, ils ont purement et simplement formé le meilleur duo de snipers de l'histoire. Mark Jackson l'avait prédit, Steve Kerr l'a utilisé à la perfection. Off-ball, il était une plaie pour les défenses, toujours en mouvement, toujours prêt à punir. Et en défense, justement, c'était lui qui prenait le plus souvent le client d'en face, du meneur rapide au poste 3 physique. Klay, c'était l'assurance tout risque derrière les arabesques de Steph. Maintenant, oui, ses blessures ont ralenti sa carrière, les ligaments croisés plus le tendon d'Achille, évidemment ça laisse des traces. 2 saisons blanches, une vraie galère à son retour et des playoffs 2025 terminés sur un 0 pointé en play-in. Mais même ça ne suffit pas à le sortir du top 80. Parce que Klay, c'est une influence directe sur les résultats d'une équipe titrée 4 fois. Il est 5e all-time en tir à 3 points et a été clutch à répétition. Ça compte forcément. Son impact est bien supérieur à ce que les lignes de stats ou les trophées individuels peuvent laisser croire. Le mettre plus bas, ce serait oublier qui il est. Le mettre plus haut, ça se discute, mais dans un classement all-time basé sur la grandeur, les MVP, l'impact culturel et la régularité, il y a quand même des profils plus complets. Klay est là où il doit être finalement, selon moi, dans le top 80, solidement accroché, et avec une place bien méritée. Maintenant, pour la place 78 de mon top 100 NBA all-time 2025, je vais aller chercher Bill Sharman. Alors oui, ça peut surprendre, mais seulement si on oublie qui il était vraiment à l'époque. Le palmarès parle déjà pour lui. 4 titres NBA, 7 sélections All-NBA, 8 All-Star Games, un trophée de MVP du match des étoiles. Ok, à une époque où la NBA ne comptait même pas 10 franchises. Mais au-delà des chiffres, c'est la trace qu'il a laissée dans l'histoire et dans son ère qui justifie sa place dans ce classement. Parce que Sharman, c'est l'un des tout premiers arrière-scoreurs de la ligue. L'un des premiers à combiner volume et efficacité. Et pas juste en saison régulière, en playoff aussi, il savait répondre présent. Et ses lancers francs, 93,2% de réussite en 1959. Un record pour l'époque. À tel point qu'il a terminé 7 saisons de suite avec le meilleur pourcentage de la ligue sur la ligne. À une période où le tir extérieur était encore une curiosité, lui était déjà un modèle de justesse. Un Curry avant l'heure? Non, évidemment, quand même pas, mais un pionnier, sans aucun doute. Avec Bob Cousy, il a formé l'un des duos d'arrière les plus marquants de la décennie des années 50. Et si Cousy brillait par ses passes, Sharman, lui, brillait par son tir et sa régularité. Il n'était peut-être pas le plus flashy ni le plus mis en valeur, mais les Celtics de l'époque, sans lui, ne seraient sans doute pas devenus cette machine à gagner. Ce n'est pas un hasard si dès que Bill Russell a débarqué dans la raquette, ils ont enchaîné les bagues, et Sharman était encore là, pour apporter son écho. Peut-être que oui, aujourd'hui, en 2025, on a tendance à l'oublier, mais je n'ai pas de doute là-dessus, il a définitivement marqué son temps. Alors pourquoi seulement 78ème? Parce que même si son impact a été fort, sa carrière n'a duré que 11 saisons dans une NBA en construction, avec moins d'équipes, moins de matchs et une visibilité bien moindre. Il a profité du système Boston, c'est vrai, mais il en a aussi été l'un des piliers. Monter plus haut serait sans doute exagérer son influence dans le paysage all-time, mais le mettre plus bas, ce serait nier tout ce qu'il a apporté au jeu. Pour la place 77 de mon top 100 NBA all-time 2025, j'annonce désormais Chris Bosh. Ouais, et pour moi c'est une position qui lui rend justice. C'est pas le genre de joueur qui va te sauter à la gorge dans un débat all-time, mais si tu creuses un peu, tu te rends vite compte que ce mec-là a coché beaucoup de cases. Déjà le palmarès, 11 fois All-Star, 2 bagues avec le 8, une sélection All-NBA et une intronisation Hall of Fame en 2021. Bref, c'est pas non plus rutilant, mais ça reste très sérieux. Mais surtout, Chris Bosh, c'est un gars qui a connu 2 carrières si on résume, et je trouve ça super intéressant. Une première à Toronto en mode franchise player solitaire, ultra dominant individuellement mais plombé par un supporting cast tout moisi. À ce moment-là, c'est plus de 20 points et 10 rebonds quasiment en dormant, des saisons All-Star à la chaîne, un top 7 MVP en 2007, mais seulement 2 campagnes de playoff et 0 série gagnée. Ensuite, tu switches sur Miami, et là-bas en Floride, il devient l'option 3 derrière LeBron et derrière Dwayne Wade. Et même dans l'ombre, il reste crucial. C'est lui qui prend le rebond offensif du Game 6 en 2013 avant que Ray Allen ne sauve le hit. C'est lui qui se sacrifie, qui se met à switcher sur tous les écrans, qui s'écarte à 3 points quand c'était encore une curiosité pour un intérieur. C'est lui le liant de l'équipe, celui dont Spoelstra disait que c'était son joueur le plus important. Et c'est exactement là-dessus, sur ce genre d'impact, que se joue sa place dans mon classement. Trop fort pour être oublié, trop discret pour aller plus haut. Il n'a pas eu la reconnaissance au NBA et d'autres big men de sa génération, mais il a joué un rôle central dans 2 dynamiques opposées, la galère solitaire d'un franchise player isolé et le succès collectif d'un Big 3 historique. C'est aussi ça la grandeur, être capable de briller dans n'importe quel costume,
costume. Alors oui, certains lui reprocheront son manque de moments signature, mais moi je retiens sa constance, son impact défensif sous-estimé, et ce qu'il a représenté pour deux franchises bien différentes. La place 76 de mon top 100 NBA 2025 est maintenant attribuée à Vince Carter. Et là c'est sûr, il y en a certains qui vont tirer une drôle de tronche. Pas de titre, pas de trophée de MVP, pas de domination statistique sur une décennie, mais vous savez quoi? On parle quand même d'un mec qui a traversé 22 saisons en NBA, qui a planté plus de 25 000 points, et qui a marqué l'histoire de ce sport d'une manière qu'aucune stat ne pourra jamais résumer. Vince Carter, c'est 8 sélections au All-Star Game, 2 All-NBA Team, un trophée de rookie de l'année, et un Slam Dunk Contest en 2000 qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Celui-là, c'est simple, il a redéfini ce que ça voulait dire de voler. Le coude dans l'arceau, le 360 windmill, le bounce entre les jambes. Ce jour-là, la Vinsanity est née. Mais Carter, c'est pas juste des highlights, hein, c'est vraiment un joueur qui a tout connu. La lumière des projecteurs à Toronto en tant que franchise player, les déceptions en playoff contre Iverson et les Sixers, la douleur de voir son cousin McGrady partir, les critiques, les blessures, les transferts, et pourtant il a toujours su rebondir. À New Jersey, il plante ses plus gros cartons, il met des posters légendaires, coucous au morning, mais ne passe jamais le cap collectivement. Et puis avec l'âge, il se transforme, il devient un role player précieux, un vétéran, un mentor, un sniper à 3 points chez les Mavericks, les Grizzlies, les Kings ou encore les Hawks, jusqu'à jouer dans 4 décennies différentes, messieurs dames. Alors ouais, Vince Carter, ce n'est pas un mec qui a dominé la ligue pendant 10 ans, mais c'est un mec qui a su traverser les générations. Il a inspiré une quantité incalculable de joueurs. Sa longévité, sa capacité à se réinventer, son impact culturel, son style inimitable, tout ça, ça compte. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, il mérite largement sa place dans ce top 100 aux portes du top 75. Pas plus haut, parce que ses accomplissements collectifs sont limités, mais pas plus bas non plus, parce qu'il fait partie de ceux qui ont rendu la NBA plus spectaculaire, plus vivante, et rien que pour ça, il a une place importante dans l'histoire. À la 75e place maintenant, j'ai décidé d'honorer un nom qui ne revient peut-être pas assez souvent quand on parle des légendes de l'histoire NBA dans la raquette, Nate Thurmond. Et pourtant, sa carrière, son impact et ses accomplissements forcent le respect. 7 fois All-Star, 5 fois dans une All-Defensive Team, top 12 rebondeur all-time avec 14 464 prises, et surtout l'auteur du tout premier quadruple-double officiellement recensé dans l'histoire de la NBA. C'était en 1974, pour son tout premier match avec les Bulls. Le mec claque 22 points, 14 rebonds, 13 passes et 12 contres, juste comme ça, pour dire bonjour à sa nouvelle équipe. Et ça à 33 ans, hors de son prime. Un exploit rarissime et qui, à lui seul, suffit à poser le bonhomme comme une légende. Mais réduire Thurmond à cette seule perf serait une véritable erreur. Il a été l'un des intérieurs les plus complets et dominants de son époque. Offensivement, il pouvait tourner à plus de 20 points par match pendant son prime. Défensivement, Karim lui-même a dit qu'il était le plus grand compétiteur contre qui il est joué. Quand t'es respecté à ce point par le deuxième meilleur scoreur de tous les temps, tu sais que t'étais pas juste un grand mec sous les panneaux. Pourtant, Nate the Great, oui, c'était un monstre physique, super puissant à son époque. 2m11, des bras interminables et un sens du rebond hallucinant. Il a même pris 42 rebonds dans un match, 42. Aujourd'hui, quand un pivot en prend 20, c'est déjà un exploit. Lui, il en prenait parfois le double, et ce n'était pas une anomalie. Pendant quasiment une décennie, il tournait à 18 rebonds de moyenne par saison. Alors oui, après, il n'a jamais gagné de titre, et dans ce classement, évidemment que ça pèse. Oui, il n'a jamais été dans une All-NBA Team, bloqué par les monstres Chamberlain et Russell, mais ce n'est pas un oubli, c'est le reflet d'une époque saturée de pivots historiques, et malgré ça, Thurmond a su exister. Il a même fini deuxième du vote MVP en 1967. Il n'a peut-être jamais porté une équipe jusqu'au titre, mais il n'a jamais triché non plus. Il faisait le sale boulot dans des équipes parfois moyennes, mais il l'a fait à un niveau élite pendant plus de 10 ans. C'est pour ça qu'il mérite cette 75e place, pas plus bas parce que son empreinte est trop forte, mais pas plus haut non plus parce qu'il lui a manqué ce petit supplément collectif, la bague, les All-NBA, ou une équipe taillée pour aller au bout. Thurmond, c'est le prototype du grand joueur sous-estimé par l'histoire, et ce classement, je le fais aussi pour ça, pour remettre en lumière ceux qu'on oublie trop souvent. Et dans le genre, pour la place 74 maintenant, j'annonce Jerry Lucas. Encore une fois, un mec qu'on oublie trop souvent. Pourtant, Jerry Lucas, c'est 7 sélections All-Star, 5 All-NBA Team, un titre NBA avec les Knicks en 1973, un trophée de rookie de l'année, et même un trophée de MVP du All-Star Game. Mais surtout, c'est l'un des rebondeurs les plus incroyables de l'histoire. 12 942 rebonds en seulement 829 matchs. C'est simple, à ce jour, seuls 3 joueurs ont fait mieux en moyenne, et ce n'est pas des touristes. Bill Russell, Wilt Chamberlain et Bob Pettit. Mais Jerry Lucas n'était pas juste des chiffres, ce serait un vrai manque de respect de le limiter à ça. C'est un mec brillant, surnommé Dr Memory pour sa mémoire prodigieuse, un joueur qui connaissait les systèmes de toutes les équipes par cœur, et ça, dans les années 60, c'est un atout énorme. À Cincinnati, il forme un duo dévastateur avec Oscar Robertson, enchaîne les saisons à 20 points 20 rebonds de moyenne et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il claque des matchs à 40 rebonds, joue parfois 48 minutes et ne baisse jamais d'intensité. Il n'a jamais pu passer le cap des finales de division dans son prime, mais pas parce qu'il manquait de talent, juste parce qu'il jouait à une époque surdominée par les Celtics de Bill Russell. Mais ça, c'était à Cincinnati, chez les Royals, parce que la suite de sa carrière, c'est une réinvention géniale. Il rejoint San Francisco puis les Knicks, accepte un rôle plus discret, mais reste essentiel. Et surtout,
surtout, il finit par décrocher cette bague en 73 dans une équipe mythique portée par Frazier et Reed. Avec ça, il rejoint un club très fermé, champion au lycée, à la fac et en NBA. Même si les autres ligues ne comptent pas ici, c'est très propre. Alors non, par contre, c'est vrai que visuellement, Jerry Lucas n'est pas le joueur le plus marquant ou le plus spectaculaire. Il ne dunkait pas sur la tête des gens, il n'a pas porté une franchise jusqu'au titre en solo, mais ce qu'il a apporté par son intelligence, sa régularité et sa technique, c'est du haut niveau constant sur une décennie entière. Sa place dans le top 100 est méritée, indiscutable même. Plus bas, ce serait oublier à quel point il a dominé les années 60. Plus haut, difficile, parce qu'il lui manque le supplément de grandeur en playoff, les exploits iconiques au plus haut niveau. Mais à cette place, il est exactement là où il doit être à mes yeux, entre les légendes sous-estimées et les géants un peu plus glorieux. À la 73e place de mon classement NBA All-Time vient maintenant un joueur qui divise, Kyrie Irving. Un joueur qui fait parfois grincer des dents, mais qui sur le terrain est parfois capable de fulgurances complètement uniques dans l'histoire. 9 fois All-Star, champion NBA, 3 fois All-NBA, Rookie de l'année, MVP du All-Star Game, vainqueur du concours à 3 points et plus de 18 000 points en carrière. On parle d'un CV costaud, un mec qui, même s'il n'a pas toujours fait l'unanimité en dehors du terrain, a clairement laissé une empreinte sur la ligue, et pas qu'un peu. La carrière de Kyrie Irving, sûrement l'un des meilleurs dribbleurs de l'histoire, c'est un peu des montagnes russes. Drafté en première position par Cleveland en 2011, il claque une saison rookie monstrueuse. MVP du Rising Stars Challenge, 8 sur 8 à 3 points dans le match, et il rafle le trophée de rookie de l'année quasi à l'unanimité. Et déjà on voyait ce qu'il allait devenir, un magicien balle en main, un mec qui dribble comme personne, qui danse plus qu'il ne dribble d'ailleurs. En termes de handle, c'était un fou, mais le vrai tournant, ça se passe en 2016, et ce titre qu'il remporte avec LeBron. Ce shoot à 89 partout, finale NBA Game 7, Oracle Arena, 53 secondes à jouer. Il plante ce 3 points sur la tête de Steph Curry, le tir de la gagne, le shoot qui donne à Cleveland son tout premier titre et qui met fin à 52 ans de disette pour la ville. Rien que pour ça, Kyrie méritait d'entrer dans l'histoire. Et attention, ce n'est pas juste une action isolée. Le mec a tourné à plus de 27 points sur ses finales, avec un Game 5 à 41 points en duo avec LeBron. Il a joué un rôle majeur dans l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire du sport américain. Ça c'est propre, mais évidemment sa carrière aurait pu être encore plus grande et il aurait pu être encore classé plus haut. Il aurait pu accumuler plus de bagues, plus de récompenses, plus de leadership, mais entre les blessures, les choix de carrière discutables et les polémiques extrasportives, il est parfois passé à côté d'opportunités majeures. Et pourtant, même avec ça, on parle d'un joueur qui a disputé 4 finales, qui a toujours brillé en playoff, et qui a encore sorti une saison XXL à Dallas, à 32 ans en 2024, en participant à mener les Mavs jusqu'au final NBA. Sa place dans mon classement est donc parfaitement logique selon moi, même si je sais qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Il coche énormément de cases, il a marqué l'histoire avec un shoot légendaire, il a un style inimitable, et une longévité bien plus solide qu'on ne le pense. Le mettre plus bas, ce serait minimiser son impact réel. Le mettre plus haut, difficile, parce que sa carrière reste par moments frustrante. Kyrie, c'est le génie instable par excellence, et ça, dans une all-time list, ça se récompense, mais ça se pondère aussi. Pour la place 72 vient maintenant Paul Arizin, et si vous n'avez jamais entendu ce nom, je ne peux pas vous en vouloir. On parle d'un joueur qui a quitté la NBA en 1962 à une époque où les images sont rares, les récits flous, et où l'histoire commence à se perdre. Mais justement, l'objectif de Stop, c'est aussi ça, redonner de la lumière à ceux qu'on oublie trop vite. Et Paul Arizin, faut le savoir, c'est clairement un pionnier du basket moderne. 10 fois All-Star, 2 titres de meilleur scoreur de la ligue, un MVP du All-Star Game, une bague de champion en 1956, 4 All-NBA Team, Rookie de l'année, on est sur un palmarès ultra solide pour un mec qui n'a joué que 10 saisons. Il a manqué 2 ans complets pour faire son service militaire pendant la guerre de Corée. Pourtant, même avec ça, le mec termine avec plus de 16 000 points et 6 000 rebonds, à une époque où il n'y avait même pas de ligne à 3 points. Mais Arizin, c'est bien plus qu'un palmarès ou que des stats, c'est une révolution. Le gars est considéré comme l'un des tout premiers à avoir démocratisé le jump shoot. Avant lui, la plupart des joueurs tiraient encore avec les 2 pieds au sol. Lui, il saute, il enchaîne les tirs en suspension, et il le fait avec une fluidité qui va transformer le jeu. On ne l'appelait pas pitch and Paul pour rien. Drafté en 1950 par les Warriors de Philadelphie, il devient très rapidement l'un des tout meilleurs scoreurs de la ligue. En 1956, il est le meilleur marqueur des playoffs avec près de 29 points par match, et il mène Philly jusqu'au titre, à une époque où il suffisait de remporter 2 séries pour être champion, certes, mais quand même faut le faire. Et si je le mets à la place 72, c'est que lui aussi coche toute la majorité des cases. Il a marqué son époque, il a innové, il a dominé, mais je ne peux pas le mettre plus haut parce que son impact à long terme est plus discret. Il a arrêté sa carrière tôt, il a refusé de suivre la franchise quand elle a déménagé à San Francisco, et surtout, il n'a jamais eu ce moment transcendant qui aurait pu le faire passer dans une autre dimension. Mais plus bas, non, ce serait injuste. Paul Arizin mérite cette place, il mérite d'être dans cette discussion, parce qu'il était un pionnier bien avant la hype, et même si beaucoup l'ont oublié aujourd'hui, il a définitivement marqué son temps. Dernière place pour aujourd'hui, la place 71 pour évoquer un cas super particulier, Luka Doncic. Pour certains, ce sera beaucoup trop haut, beaucoup trop tôt, et je peux le comprendre. Parce que oui, pas de titre, pas de trophée de MVP. Par contre, si je fais ce classement en considérant que les carrières s'arrêtent aujourd'hui, je ne peux pas ignorer ce que le Slovène a déjà accompli. Rookie de l'année, 5 fois All-NBA
NBA, 5 fois All-Star, un titre de meilleur scoreur et surtout une influence offensive qui a déjà marqué son époque. On parle d'un mec qui a joué à peine 7 saisons et qui a déjà presque 13 000 points, 82 triples-doubles et qui a accédé 2 fois aux finales de conférence avec même une finale NBA disputée en 2024. Luka, c'est un ovni qui, dès sa saison rookie, a empilé les perfs historiques, les records de précocité. Plus jeune joueur avec 3 triples-doubles en carrière, plus jeune à 30 points en playoff, record de points pour un début en post-season, et ça continue ensuite, les campagnes suivantes. 60 points, 21 rebonds, 10 passes contre New York, un triple-double à 25 points à la mi-temps, un match à 73 points avec 75% au tir. À ce niveau-là, ce n'est plus de la production, c'est de l'archéologie. Il redéfinit les standards statistiques comme seuls les plus grands ont pu le faire avant lui. Mais au-delà des chiffres, ce qui frappe pour moi, c'est que cet impact, il n'arrive pas juste en saison, il arrive également en playoff, c'est même encore pire. Ses moyennes explosent, il élève son niveau quand ça compte, même dans la défaite, il laisse une empreinte. En 2024, il termine leader des playoffs en points, rebonds et passes. Il devient seulement le deuxième joueur de l'histoire à le faire après Jokic. Il est clutch, il est brillant, et il domine sans qualité athlétique hors norme, juste avec son QI basket, sa vision, sa ruse, son toucher et sa créativité. Alors pourquoi seulement 71 ? Eh bien déjà parce que sa carrière n'est pas encore finie, mais aussi parce que l'histoire ne se joue pas qu'au highlight, aux stats et au box score. À ce stade, Luka n'a pas encore l'impact historique ou collectif des joueurs au-dessus de lui, pas encore de bague, pas de MVP, et malgré des campagnes fortes, son équipe a souvent calé. C'est la ligne entre le génie et la légende, mais je veux pas le mettre plus bas non plus, parce que ce que Doncic a fait en 7 saisons, très peu l'ont fait dans une carrière complète. Il a déjà écrit des chapitres entiers dans le livre de la NBA, et s'il s'arrêtait demain, il aurait déjà marqué cette ligue au fer rouge. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça ? Il y a un joueur que j'ai classé bien trop haut dans ces 15, ou alors bien trop bas à vos yeux ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, c'est le genre de série dans laquelle j'espère que vous allez débattre fort. C'est fait exprès pour ça, alors lâchez-vous, j'ai vraiment hâte de vous lire.